J'espère que Bonjour. tout le monde va bien et que tout le monde nous entend bien. N'hésitez pas à nous le dire dans le chat. On se retrouve aujourd'hui pour la 4e édition déjà du baromètre économique des services à la personne et de l'aide à domicile. Donc, le baromètre aujourd'hui vous sera présenté en grande partie par Pascal, le dirigeant du cabinet Galaxy Conseil. Et puis moi, je serai là simplement pour animer le chat, si vous avez des questions, etc. Alors, faut pas minimiser le rôle de Victoria parce que c'est elle qui a quand même procédé à toute des résultats du baromètre et puis qui a fait des réunions avec les partenaires et en même temps qui a conçu le questionnaire. Donc, elle est modeste, mais sa contribution est importante. Voilà. Alors, pour nous présenter rapidement, un petit rappel. Donc, nous, on est Galaxy Conseil, un cabinet d'expertise comptable et de conseil spécialisé dans les services à la personne. Donc, on est leader sur le secteur des services à la personne. On a à peu près une grosse centaine de structures clientes. On gère environ 1200 salariés par mois du côté paye. 95% de nos clients sont satisfaits et on a une croissance de 20% du chiffre d'affaires par an. En plus de ça, on a développé un organisme de formation l'année dernière qui est dédié au service à la personne, qui s'appelle IDI. L'organisme, il détient la certification Calliope, donc vous pouvez vous faire former en bénéficiant des financements par les OPCO, en l'occurrence l'OPCO EP. Et nous, on est spécialisé dans les formations pour les encadrants. Donc, on fait pas de formation métier, on fait des formations sur tout ce qui est management, référentiel HAS, contrôle URSSAF, les risques psychosociaux, et on a pas mal de modules en paye pour ceux qui veulent apprendre à gérer leur paye de manière autonome. Voilà, donc je me reviens sur le webinaire d'aujourd'hui. Le baromètre économique des services à la personne, on le fait en partenariat avec Amaltia by Xelia, le cabinet Plenita, l'agence Evolia 93, l'entreprise Esio et puis la fédération Synerpa Domicile. Donc merci à l'ensemble des partenaires de nous avoir aidés à développer ce baromètre tout au long de l'année et puis les années précédentes pour ceux qui étaient déjà là. Au sommaire aujourd'hui, alors on va commencer par une analyse détaillée de l'échantillon, voir qui a répondu. Après, on verra l'évolution de votre activité cette dernière année et ce que vous prévoyez pour l'année prochaine. On verra vos tarifs. Après, on fera différents focus. Un focus aide à domicile, un focus entretien de la maison et un focus garde d'enfants. Puis, on passera sur tout ce qui est organisation RH et la transformation digitale. Et pour finir, on fera une session questions-réponses. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans l'onglet questions et puis on y répondra à la fin. Alors, commençons par l'analyse détaillée de l'échantillon. Je vais laisser la parole à Pascal. Alors, comme chaque année, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a une prépondérance de la région parisienne qui s'explique simplement par le fait qu'il y a un nombre de structures qui est important. Et quoi qu'il en soit, on s'aperçoit qu'effectivement, on a bien des réponses au niveau national, ce qui nous permet d'analyser quel que soit le territoire et l'impact du territoire. On peut en tirer l'objectif du baromètre, c'est d'en tirer à la fois des tendances de fond et puis des évolutions conjoncturelles. Et c'est bien cette double dimension qu'il est intéressant d'analyser. Et donc, on a eu une parfaite légitimité dès lors qu'on a une représentation nationale de l'échantillon des répondants. Voilà. Alors, comme chaque année, j'allais dire, c'est structuré autour le secteur est structuré autour de deux pôles principaux, les entreprises qui sont décomposées en entreprises indépendantes et entreprises franchisées, et de l'autre côté, les associations. On est approximativement sur les mêmes pourcentages d'une année sur l'autre. Donc, je n'ai pas de commentaire spécifique à faire, mais ça traduit bien effectivement les parts de marché des différents intervenants et des différents types d'entités juridiques. Alors, en termes si on fait un focus uniquement sur les entreprises, ceux qui ont répondu, il y a bien évidemment à peu près à part égale entre les franchisés et les indépendants. Vous savez que le secteur est
est réparti. Les franchises sont le réseau de franchises sont très implantés sur ce secteur d'activité. Néanmoins, on a beaucoup d'indépendants qui répondent notre baromètre. Et puis, il y a aussi les agences intégrées. Ça veut dire quoi, agence intégrée? Ce sont des agences qui appartiennent elles-mêmes au réseau. Et donc, c'est pour ça qu'on les appelle agences intégrées. Donc, elles sont dirigées directement par les réseaux. Voilà, donc on vous a présenté l'analyse de l'échantillon de manière assez rapide. On va passer sur les parties un peu plus intéressantes pour vous, je pense, et notamment l'évolution de l'activité. Ça veut dire que c'était pas intéressant jusqu'à présent. Si. Alors, comme chaque année, vous savez qu'on fait un focus sur l'activité, donc quelles ont été les grandes évolutions des activités sur l'année passée, donc l'année 2023. Qu'est-ce qui était attendu sur l'année 2023, donc quelles étaient les projections à l'époque et comment on les retrouve et est-ce qu'elles se sont concrétisées ou pas. Et puis, on fera à l'identique on verra comment les acteurs du secteur anticipent 2024, parce que c'est toujours intéressant de voir comment les acteurs se projettent. Donc là, j'allais dire que c'est une bonne performance, mais peut-être un peu moins optimiste que ce qu'on a pu connaître. Il y a quand même 36% des entités qui ont connu une baisse d'activité et 9% des entités qui ont connu simplement une stabilité d'activité, tandis qu'il y a 55% qui ont connu une croissance. Alors, à notre sens, et comment on l'analyse, c'est pas forcément lié au fait que les besoins sont en baisse. Je pense qu'il y a pour partie le fait des difficultés de recrutement que vous avez et qui freinent votre croissance et puis qui vous font effectivement manquer des contrats. C'est qu'effectivement, si vous avez personne pour placer des intervenantes chez les bénéficiaires, il est effectivement compliqué de réaliser du chiffre d'affaires. C'est un premier niveau d'explication. Je pense qu'il faudra progressivement, et on va voir sur les années suivantes, si ça se réédite, et on ira peut-être creuser pour comprendre mieux les causes et mieux les identifier. Je pense c'est plurifactoriel. L'absentéisme est un des éléments, mais peut-être pas que. Et donc l'idée, c'est de creuser ce sujet, parce que c'est un point où on voit que de plus en plus, il y a des entités juridiques qui connaissent une baisse d'activité. Alors, qu'est-ce qu'elles avaient prévu? Elles avaient. Ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qui a été réalisé et qu'est-ce qu'elles avaient prévu. On s'aperçoit, en gros, celles qui avaient prévu de la croissance, à savoir 56%, elles l'ont réalisé. Voilà, donc, en gros, 55% l'ont fait. Donc, elles étaient bien dans ce qu'elles avaient fixé. En revanche, là où c'est déceptif, c'est là où les entreprises ou les entités juridiques prévoyaient une stabilité. En fait, elles ont plutôt connu une baisse d'activité. Ce qui veut dire que, effectivement, les acteurs sentent bien l'évolution de leur secteur et Dieu sait si au niveau de l'impact territorial est fondamental. On l'oublie souvent. Certes, c'est un baromètre qui est national, mais l'impact territorial est fondamental. Et donc, la conjonction autour des zones d'intervention est absolument déterminante dans l'évolution du CA. Et on s'aperçoit qu'effectivement, euh, bah, les entités juridiques avaient assez bien senti que la conjoncture locale était sans doute moins bonne et donc ont pu connaître une baisse d'activité là où tendanciellement elles avaient plutôt anticipé une stabilité. Alors, ici, si on pouvait agrandir un tout petit peu, alors je ne sais pas si c'est possible ou alors je vous laisse commenter parce que là j'ai un petit souci de lecture. Ah si, c'est bon, je me reprends. Sur l'aide à domicile, en fait, on a voulu vérifier. Pour nous, il y a le secteur des services à la personne, c'est un secteur divers. C'est pas un secteur, en fait, c'est plusieurs secteurs. C'est l'aide à domicile, qui est un métier à part entière. Il y a l'entretien de la maison, qui effectivement a des particularités. Il y a également tout ce qui est garde d'enfants, et puis il y a le portage des repas qu'on n'a pas traité cette année, et on le fera sans doute l'année prochaine.
si on a voulu analyser, voir où étaient les grandes tendances, l'aide à domicile a quand même connu une baisse d'activité malgré le fait qu'effectivement les seniors arrivent de plus en plus et ont des besoins de plus en plus importants. Donc, on voit bien que malgré tout, il y a une baisse d'activité relativement importante, de 33% sur l'aide à domicile, tandis que il y en a 12% qui se maintiennent. Là où la baisse est en revanche plus forte, c'est sur l'entretien de la maison. Et on sait que l'entretien de la maison, tout ce qui joue sur l'activité d'entretien de la maison joue beaucoup sur la conjoncture économique et le pouvoir d'achat. Donc effectivement, en fonction des secteurs géographiques sur lesquels vous vous positionnez, vous avez pu connaître sur l'entretien de la maison une baisse d'activité dans la mesure où l'impact du ralentissement économique est fort avec l'impact de l'inflation et donc ça explique effectivement le fait que l'entretien de la maison ait connu pour partie une baisse plus importante que l'aide à domicile. Voilà. Néanmoins, il faut quand même pas oublier que près de 53% des si j'arrive bien à lire, 53% ont connu quand même une augmentation d'activité. Voilà. Alors, ça, c'est une constante depuis qu'on fait le baromètre, c'est-à-dire c'est depuis 4 ans. La constante est que le secteur associatif est en perte de vitesse. Les associations ont sans doute pas trouvé ou renouvelé soit l'offre, soit le modèle, soit la gouvernance. Il y a une vraie problématique alors qu'elles répondent à des besoins du marché à des besoins qui sont fondamentaux, notamment la couverture sur les zones blanches, notamment, alors zone blanche, ça peut être zone rurale ou ça peut être zone urbaine défavorisée. Manifestement, les pouvoirs publics n'ont pas su répondre aux problématiques spécifiques des associations, n'ont pas nécessairement, à mon sens, conscience des services qu'elles rendent sur les territoires, zones blanches notamment, et que du coup, sur ces territoires, elles se désengagent de plus en plus, qui risque de poser, à mon sens, un problème d'égalité de traitement entre les zones plutôt favorisées économiquement et puis les zones défavorisées économiquement et les zones rurales éloignées. Voilà. Alors, les prévisions d'activité sur 2024. Alors, il y a un optimisme à tout cran, j'allais dire, parce qu'il ne faut pas oublier qu'un peu plus de 50% des structures ont connu une croissance sur 2023. Là, les structures attendent pour 76% une croissance d'activité. Moi qui suis un garçon prudent, j'aurais tendance à dire que je les trouve un peu optimistes et que je ne suis pas persuadé qu'on se retrouve l'année prochaine avec un tel pourcentage de croissance. Maintenant, c'est toujours bien que les acteurs du secteur aient une vision optimiste des choses. Ça veut dire qu'il y a un vrai dynamisme du secteur et je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour analyser les chiffres. Alors, comme chaque année, on identifie quels sont les projets qui souhaitent être réalisés dans les différents secteurs d'activité. Alors, Victoria, je vais vous laisser lire parce qu'en fait, j'arrive pas à lire c'est trop petit, je suis désolé, mais je vais vous laisser commenter les deux premiers parce que je lis pas, au fait. Pas de souci. Après, si vous voulez, vous pouvez changer votre affichage dans la barre en bas. Changez votre affichage. Du coup, comme chaque année, on retrouve une majorité de personnes qui n'ont pas de projet à venir. Donc c'est assez... ça pose pas mal de questions de voir que les gens, quand on leur demande ce qu'ils prévoient pour l'année d'après, ils n'ont pas de projet pour l'année. On a quand même une grosse partie de l'aide à domicile qui a des projets de mise en place du nouveau référentiel HAS, ce qui est normal. Oui, parce que c'est obligatoire et parce qu'il va falloir y passer et que sur les nouvelles évaluations, elles se feront sur cette base-là. Donc effectivement, c'est un point déterminant.
Et on a 12% qui ont pour projet de monter un SAD, de créer un SAD. Au niveau de l'entretien de la maison, du coup, 58%, comme je disais, n'ont pas de projet. Donc, c'est une très grosse part. Et 18% ont des projets de vente de structure. Donc, quand on analysait, c'était principalement soit des départs à la retraite, soit des personnes qui trouvaient que l'activité était compliquée et qui, du coup, préféraient vendre. Et on retrouve les mêmes résultats pour la garde d'enfants, soit pas de projet, soit les personnes souhaitent vendre, pour départ à la retraite ou pour changer d'activité parce qu'elles trouvent que l'activité est compliquée à gérer. Alors, ce que peut identifier, c'est derrière le pas de projet, c'est que les acteurs et les entités juridiques ont peu de visibilité sur le secteur. On le verra par la suite. Ils ont peu de visibilité sur le secteur, peu de visibilité sur l'évolution réglementaire, peu de visibilité sur, au fond, l'évolution de la demande. Et du coup, ils sont plutôt en position attentiste, ce qui est jamais très bon, et qui peut créer des opportunités. Enfin, on voit bien qu'en garde d'enfants, effectivement, il y aura sans doute des opportunités d'acheter. Et pareil pour l'entretien de la maison. Donc là, il y a sans doute peut-être une réflexion à avoir sur les entités qui ont plutôt une vocation à faire de l'aide à domicile. Est-ce qu'il n'y a pas une opportunité pour elles potentiellement de racheter des structures qui, elles, ne font que de l'entretien de la maison? Il y aura sans doute des opportunités. Après, c'est des choix stratégiques à réaliser. Et je pense que c'est une réflexion à avoir potentielle. Et ce qui ramènerait du coup plutôt à opter pour une structure multispécialiste, comme on dit, c'est-à-dire une grosse partie aide à domicile, mais en même temps avoir une équipe dédiée à l'entretien de la maison et une équipe dédiée à la garde d'enfants. Alors, ça multiplie un peu les équipes puisque c'est quand même pas les mêmes métiers. Maintenant, ça peut s'envisager dans une perspective de développement et de croissance. Alors maintenant que nous avons vu l'évolution de votre activité cette dernière année et les projets que vous aviez pour l'année 2024, on va passer à la tarification, c'est-à-dire les tarifs que vous pratiquiez en 2023. Alors, maintenant, c'est de manière constante depuis maintenant 2 ans. On s'aperçoit que effectivement, les structures en grande partie se sont dédouanées du tarif socle et on fait le choix pour une grande partie d'avoir des tarifs avec un reste à charge plus important. Ça leur permet du coup d'avoir une meilleure rémunération de leurs activités et on le verra dans un second temps, d'arriver dans un cercle vertueux qui est du coup de bâtir une grille salariale au niveau de leurs intervenantes qui soit plus attractive et qui leur permette de mieux payer leurs intervenantes. Donc, un certain nombre de structures maintenant ont fait ce choix-là, qui est un choix de mon point de vue judicieux, qui est effectivement, alors c'est conditionné aussi par la situation économique et financière de chaque bénéficiaire, mais néanmoins, le fait de se positionner sur des tarifs entre 29 et 32 euros, on le retrouve maintenant couramment, alors que c'était inimaginable ne serait-ce qu'il y a 2 ans. Cette évolution me paraît bénéfique pour le secteur et je pense qu'effectivement, c'est une orientation qui est indispensable. Le fait de se dédouaner du tarif socle, voilà, enfin, le tarif socle, on le sait bien, ne permet pas de rémunérer correctement les intervenantes et ne permet pas d'avoir une rentabilité forte, enfin une rentabilité correcte, plus exactement, sur le secteur. Voilà. Et c'est une confirmation. Voilà. Alors nous arrivons aux différents focus. Donc c'est-à-dire qu'à un moment du questionnaire, vous aviez une question, quel est votre principal domaine d'activité? Et si vous répondiez aide à domicile, entretien de la maison ou garde d'enfants, en fonction de votre réponse, vous aviez un questionnaire personnalisé. Donc là, on va analyser les questions du questionnaire aide à domicile. Alors, ce qui nous a paru important, c'est effectivement, jusqu'à présent, on parlait dans le baromètre uniquement des pourcentages d'augmentation ou des volumes d'augmentation des salaires. Là, cette fois, on a voulu plutôt être plus précis
sur un format où on a demandé aux structures de nous préciser quels étaient leurs salaires à l'embauche pour les aides ménagères. Ensuite, on le verra pour les auxiliaires de vie et ensuite, on le verra pour les responsables de secteur. C'est intéressant parce que ça vous permet du coup de vous positionner, de voir comment font vos collègues et du coup d'avoir une réflexion sur est-ce que j'ai mis en place une grille salariale ou pas? Est-ce qu'elle est attractive? Que font mes concurrents? Et donc, il nous a paru intéressant de positionner des choses comme ça. Donc, on voit que on est encore sur des salaires à l'embauche qui sont proches du SMIC, hein, pour 80% pour l'aide ménagère. Et puis, on voit qu'au bout d'un an d'ancienneté, on a une évolution sensible, c'est-à-dire qu'on reconnaît la fidélité des salariés. Et donc, du coup, là où il y a 15% des intervenantes qui gagnaient entre 12 euros et 12,50 € de l'heure, on voit qu'elle passe à 28%. Ça veut dire qu'effectivement, dans la grille salariale que proposent les entités, il y a un bonus environ de 50 centimes qui est à réaliser, oui, de 50 centimes à 1 euro, un petit euro, au bout d'un an d'ancienneté. Donc effectivement, je trouve ça pertinent et nous on le retrouve chez nos clients et je n'ai que je soutiens ce mode de cette politique salariale. Alors c'est pas suffisant, mais une politique RH c'est une politique salariale et puis des conditions de travail qui sont améliorées. Effectivement, les entités juridiques ont fait un effort là-dessus de réflexion et de mise à plat de leur grille des salaires et je trouve ça plutôt bénéfique. Donc là, c'est sur la partie aide ménagère. On va voir maintenant ce qui se passe sur les auxiliaires de vie. Voilà, alors les auxiliaires de vie, on voit qu'effectivement, elles ont un salaire à l'embauche plus important, c'est logique, elles sont diplômées pour 45% d'entre elles. Voilà, donc il y a un bonus au diplôme, alors qui est pas non plus considérable, hein, il est de l'ordre de 50 centimes de l'heure. Et puis, le deuxième avantage à être diplômé, c'est qu'effectivement, ça leur permet d'accéder à des salaires compris entre 12,50 € et 13 € de l'heure. Et donc là, on voit qu'il y a véritablement un début de reconnaissance à la fois du diplôme et à la fois la fidélité des salariés. Donc voilà, ça confirme le fait qu'il y a des grilles salariales qui ont été mises en place par compétence, d'une part, et puis en fonction de la fidélité du salarié. Alors, on a fait exactement la même chose parce que bon nombre de nos clients nous posaient la question de savoir quels étaient les salaires des responsables de secteur. Le responsable de secteur, vous le savez tous, hein, c'est un poste qui est extrêmement important, c'est un poste encadrant. On verra par la suite qu'il y a assez peu de postes activités de support et donc dans les agences, souvent on retrouve une responsable de secteur, deux responsables de secteur qui font de la coordination et puis qui travaillent avec le dirigeant et puis avec les intervenants. Donc c'est un poste qui est déterminant, me semble-t-il. Et donc là, on voit pareil. Donc on vous a donné des salaires à l'embauche compris entre 13 € et 14 € de l'heure. Et puis au bout d'un ancienneté, pareil, il y a une forme de reconnaissance. Alors pour celles qui passent plutôt il y en a qui passent même à 15 € de l'heure pour 32% d'entre elles. Donc voilà, poste important et un niveau de rémunération qui est un peu plus confortable ou sensiblement plus confortable que celle des intervenantes. Voilà. Ça vous permettra du coup dès lors que vous aurez à embaucher une responsable de secteur, de savoir où se trouve, j'allais dire, le prix de marché. Voilà. Alors, ce qu'on a voulu voir aussi dans l'aide à domicile, c'est quelle était la part dans l'aide à domicile qui était réservée aux personnes âgées et d'autre part celle qui était qui concernait les personnes en situation de handicap. Bon, majoritairement, on n'est pas très surpris effectivement. Massivement, ce sont des entreprises, ce sont des entités qui font de l'assistance aux personnes âgées. Alors, je pense que le propos est un peu à modérer, c'est qu'il
l'assistance aux personnes handicapées est un vrai métier, est un métier à part et différent qui nécessite des compétences complémentaires par rapport à l'aide à domicile des personnes âgées. Et donc, il y a certaines structures qui sont spécialisées dans tout ce qui est personnes en situation de handicap. Donc, il y a assez peu de mix, me semble-t-il. Il y a plutôt des personnes qui font beaucoup de handicap, d'autres qui font beaucoup d'aide à domicile personnes âgées, et assez peu les deux. Donc voilà, le graphique est sans doute à pondérer en termes d'explication. Alors, il nous a paru intéressant aussi de voir la répartition comment se composaient les effectifs en équivalent temps plein dans les structures. Et on s'aperçoit qu'effectivement, bon, principalement, il n'y a pas de surprise, hein, c'est principalement des aides ménagères, des auxiliaires de vie. On s'aperçoit que il y a, pour l'essentiel, assez peu de personnes aides-soignantes ou infirmiers dans les structures. Alors, voilà. Et de l'autre côté, on s'aperçoit qu'il y a assez peu d'activités de support. Alors, là encore, c'est à pondérer. On creusera sans doute cette partie l'année prochaine. Je pense que c'est une question aussi de taille et d'effectifs. 89%, par exemple, n'ont pas de care manager. Ça pose, alors 88% n'ont pas de planificateur, donc ces postes correspondent à des spécialisations qui sont logiques dans le cadre d'une structuration d'une entité qui a cru de manière importante. Il y a surtout la notion de taille critique qui rentre en ligne de compte. Et effectivement, il faut une taille critique pour avoir un planificateur à plein temps. Il faut avoir une taille critique pour avoir un care manager. Il y a aussi une problématique spécifique, c'est comment je finance mon poste de care manager, par exemple. Voilà, c'est un vrai sujet. Est-ce que dans mon CEPOM, j'ai réussi à valoriser cette partie-là et donc est-ce que j'arrive à la financer ou pas? Donc je crois qu'il y a différents éléments qui rentrent en ligne de compte. La taille, d'abord, qui explique le fait qu'il y a peu d'activités de support, et puis comment je réussis à financer certains postes de coordinateur, les postes de care manager. Est-ce que j'ai réussi à conventionner avec le conseil départemental dans le cadre d'un CEPOM sur ces activités-là? C'est des vrais sujets. On creusera l'année prochaine sur la notion de taille critique, c'est qu'on verra à partir de quelle taille on s'aperçoit qu'on commence à avoir l'émergence de le recrutement de care manager ou le recrutement de personnes qui sont dédiées aux activités de support. Je trouve que c'est une notion intéressante et on y reviendra l'année prochaine. Alors, sur l'aspect partenariat, j'allais dire pas de surprise. Hein, effectivement, les partenariats qui sont engagés le sont déjà depuis longtemps. Elles ont peut-être été aussi favorisées ou accélérées par le fait de la réforme avec la constitution des services autonomie. Et donc, ça a sans doute contribué à une accélération des partenariats. Et c'est quelque chose qui est déjà bien établi dans le secteur maintenant depuis plusieurs années. Et donc, je n'ai pas de commentaires spécifiques à faire, si ce n'est qu'il y a une accélération des partenariats. Voilà. Alors, là encore, j'allais dire pas de, pas de surprise sous le soleil ou sous la pluie. Bon, il y a toujours une faible mutualisation entre les structures SAD. Généralement, elle se fait principalement sur les aspects formation et sur les aspects un peu communication. Bon, c'est encore faible. Je pense que les esprits sont pas encore prêts, sachant que ce sont pour l'essentiel des structures concurrentes et donc c'est complexe. C'est peut-être un peu moins vrai sur le secteur associatif qui contribuent, qui ont plus de facilité à mettre en commun leurs moyens, notamment pour former, pour mutualiser. Maintenant, ça reste encore l'exception.
Alors, on a voulu aussi faire un point sur comment se traduit dans les faits la nouvelle réforme. Est-ce que on a réussi finalement à fusionner les SIAD et les SAD, sachant qu'il y avait des difficultés techniques, hein, c'est que la plupart des SIAD étaient sous forme associative, enfin sont sous forme associative, tandis que les SAD sont pour l'essentiel des entreprises privées. Bon, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a eu assez peu de fusions et que on s'est contenté de réaliser une simple convention. J'allais dire que c'était attendu, c'est tellement complexe et tellement, oui, complexe, et je vais être gentil, qui, que la mise en œuvre me paraissait d'ores et déjà compromise quand le texte est paru. Voilà. Donc pas une grande surprise non plus. Alors, il y a encore des projets de constituer un SAD mixte. On verra par la suite sous forme de GC-SMS. Effectivement, les entités ont la possibilité, entre un SIAD et un SAD, de créer un GC-SMS. La complexité, c'est notamment alors, pour les entreprises des questions patrimoniales, c'est que du coup, l'autorisation remonterait au niveau du GC-SMS, ce qui pose des soucis en termes de revente. Donc, je comprends très bien que les projets soient voilà, massivement, on s'y jette pas, on s'y jette pas parce que ça a des conséquences importantes d'un point de vue patrimonial pour notamment les entreprises. Voilà. Alors, ma santé 2022, on a voulu aussi faire un focus là-dessus. Et on s'aperçoit qu'il y a encore plein d'entités qui ne font pas partie d'une grappe. J'allais dire que je trouve ça plutôt inquiétant. Alors on verra si par la suite, si l'année prochaine, on arrivera au même résultat, mais c'est assez inquiétant. Ça veut dire que déjà, il y a déjà, j'allais dire, un secteur à deux vitesses. Celles qui ont pas intégré ma santé 2022 et qui sont déjà j'allais dire hors circuit, je suis peut-être un petit peu dur, mais qui ont déjà pris du retard, et donc c'est inquiétant. Si on croise ça avec la mise en place du référentiel HAS, j'ai peur qu'effectivement, il y a un certain nombre d'entités qui soient déjà, qui ont beaucoup pris de retard et qui vont sans doute avoir du mal à le, à le rattraper. Ça va, à mon avis, ça va être un des éléments de regroupement sur les années futures, c'est que certaines entités n'ayant pas pris les orientations stratégiques nécessaires, notamment sur le fait de faire partie d'une grappe et ou la mise en place du référentiel HAS, vont faire en sorte, enfin, vont constituer un des motifs de cession parce que le retard est trop important pour les années suivantes et pour pouvoir le compenser. Et donc, je pense que ça va être une des sources de cession et des motivations pour céder. Alors, sur les CEPOM, oui, il y a une évolution qui est plutôt positive. Alors, c'est pas étonnant, c'est que les premiers CEPOM avaient été expérimentaux. Et donc, ils avaient été plutôt orientés sur les entreprises d'aide enfin les entités d'aide à domicile d'une certaine taille, tandis que ceux qui sont sortis en 2023 notamment et 2024 sont, comment dire, ne sont pas réservés par critère de taille, mais plutôt par projet. Et donc, du coup, effectivement, on s'aperçoit que pas mal d'entités juridiques ont répondu au CEPOM et puis ont conventionné avec le conseil départemental. J'allais dire que c'est plutôt heureux. Alors, heureux, ça dépend des conditions du CEPOM. Certaines, en fonction, s'y retrouvent très bien et d'autres s'y retrouvent moins bien. Le CEPOM peut constituer un coup net dès lors que dans le CEPOM, on a conventionné le fait que on maintenait des tarifs bas pour certaines typologies de bénéficiaires. C'était en partie compensé par une tarification complémentaire du CEPOM, mais quoi qu'il en soit, euh, ça compense pas complètement. Donc, l'intérêt du CEPOM est à pondérer en fonction de qu'est-ce qui est convenu avec les conseils départementaux et en fonction des territoires. Certains territoires, j'allais dire, sont
les conditions du CEPOM sont plus avantageuses pour certaines structures que dans d'autres départements. Voilà. Alors, pareil alors, ce qui est intéressant, il est constant qu'effectivement, les entités considèrent que elles devront être présentes dans la prévention. Ça, c'est maintenant acquis. Ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'est-ce qu'elles ont pu mettre en œuvre en termes de prévention. Et là, c'est là que le bas blesse. Et c'est là où il y a un sujet, là où encore de financement, c'est bien de se dire on va agir sur la prévention, mais quel est le financement qui convient? Est-ce qu'il y a un financement qui est mis en place et qui permet de travailler, de libérer des postes sur les aspects prévention? On va voir comment ça se traduit. Alors, oui, là-dessus, c'est à peu près constant. Hein, c'est risque de chute sur réparation des fragilités, soutien à la vie sociale, qui est un élément absolument déterminant. Bien évidemment, la dénutrition et les aspects cognitifs là-dessus, et adaptation du logement. Ça, c'est constant maintenant depuis plusieurs années. Et ce qui m'intéresse, c'est sur le slide suivant, on va analyser comment comment les structures ont adapté leur offre et est-ce qu'elles ont adapté leur offre, sachant qu'elles doivent intervenir, enfin, qu'elles ont une vision, elles sentent bien qu'il faudra qu'elles interviennent sur les aspects de prévention. Et là, effectivement, on s'aperçoit que 70% ont prévu par la formation et des partenariats sur l'accompagnement, sur l'évolution professionnelle, mais que malgré tout, comme il n'y a pas véritablement des financements qui sont dédiés à l'aspect préventif, voilà, l'offre et la façon des structures de s'adapter aux besoins qui est évident en termes de prévention, on arrive quand même à quelque chose qui est encore assez court. Et là, il y a sans doute une vraie mobilisation à opérer au niveau des pouvoirs publics sur les aspects prévention, sur les aspects aide à la vie sociale. C'est des vrais sujets qui sont intéressants, qui doivent nous mobiliser, puisque il en va de la qualité de vie de nos seniors, hein, et ce sont des points absolument déterminants. Et ça, j'allais dire, en France, on n'a pas encore su y répondre de façon professionnelle, me semble-t-il. Oui, il y a des tentatives de rapprochement et ça évolue un petit peu. Maintenant, j'allais dire, et ça sur 2024. Alors c'est un processus long, hein, effectivement. Le rapprochement. Alors le rapprochement, ça peut être aussi une convention. On verra comment ça se traduit. Moi, j'ai tendance à penser qu'il y aura assez peu de fusions et ou de constitution de GC-SMS et qu'il y aura plutôt des conventionnements, des simples conventionnements. Alors, on a posé la question aux structures et ça, c'est nouveau dans notre questionnaire, comment elles voyaient l'activité ou le secteur dans 10 ans. Et ce que moi, je ressors, c'est que pour 37%, les structures ne savent pas, elles n'ont pas de visibilité, et pour 44% d'entre elles, elles pensent que ça va être difficile. Donc ça veut dire que, en gros, si on fait la somme des deux, assez basiquement, il y a près de 80% des structures qui ne voient pas, qui ne voient pas bien ou qui n'identifient pas bien l'évolution du secteur. Alors c'est inquiétant parce que on sait bien que la population française vieillit, que les besoins sont de plus en plus importants, mais d'un autre côté, les acteurs du secteur n'ont pas de visibilité. Ça questionne effectivement sur le fait qu'on a empilé les réformes, qu'on a empilé et parfois des réformes qui sont compliquées à mettre en œuvre. On a compliqué aussi les aspects réglementaires et notamment référentiels, et qu'il faudrait, à mon sens, pour que les acteurs retrouvent de la visibilité et puissent se projeter sur leur activité, arriver à un cadre qui soit un cadre stable et qui évolue pas tous les 2-3 ans. Et pourtant, c'est ce qu'on a connu. Alors, il y avait une nécessité effectivement de faire bouger le cadre,
Il y a eu des bonnes choses qui ont été engagées. Maintenant, ça serait bien, effectivement, je pense que les acteurs sont en demande de stabilité dans le cadre réglementaire, dans le cadre référentiel qualité, pour qu'ils arrivent à se projeter et véritablement s'investir sur le sujet. Voilà. Voilà, alors après ce focus sur l'aide à domicile, on va passer à celui sur l'entretien de la maison. Alors, qu'est-ce que c'est l'entretien de la maison? C'est simplement le ménage et c'est principalement le repassage. Voilà. Alors, on a essayé aussi à l'identique de voir quels étaient les salaires sur les aides ménagères dans le cadre de l'entretien de la maison. Donc là, pour les structures qui ont une activité principale d'entretien de la maison, bon, on voit que les embauches se font majoritairement au SMIC ou un peu plus du SMIC. On voit aussi qu'il y a une évolution la grille salariale, puisqu'il y a à peu près 10% des salariés qui, au bout d'un an d'ancienneté, ont un bonus environ de 50 centimes de l'heure. On voit aussi que cette évolution des aides ménagères dans le secteur entretien de la maison est moins important que dans celui de l'aide à domicile. Voilà, donc j'allais dire, il y a une prime, il y a un bonus en termes salarial sur l'activité aide à domicile. Je pense, et là il faudra ça sera une question aussi à analyser l'année prochaine. Je pense que les tarifs entretien de la maison sont légèrement plus bas que les tarifs de l'aide à domicile, ce qui expliquerait le fait que effectivement il y a une évolution moins sensible de la grille salariale sur l'aide ménagère. Ça fera l'objet d'un focus particulier l'année prochaine. Alors, le panier moyen, je le rappelle, c'est quel est le chiffre d'affaires moyen je réalise chaque mois au niveau des clients. On s'aperçoit qu'effectivement, le panier moyen dans l'entretien de la maison est plutôt faible. Majoritairement, et là je parle en TTC, il se situe entre 220 et 280 euros par mois. Ce qui veut dire qu'effectivement, vous devez avoir. Alors, c'est une activité qui est certes est plus facile à organiser que l'aide à domicile, parce que l'aide à domicile, vous ne pouvez pas intervenir. Et s'il y a une aide de coucher, une aide de lever, et si votre intervenante est absente ou malade, vous devez trouver la solution pour intervenir quoi qu'il en coûte, j'allais dire, chez la personne. Sur l'entretien de la maison, c'est quand même plus facile à gérer. Au pire, si on repasse pas les chemises de monsieur aujourd'hui, ça sera demain. Voilà, c'est plus facile à gérer. La contrepartie, c'est qu'en revanche, il faut beaucoup plus de clients pour réaliser le même chiffre d'affaires. Donc, j'ai un petit chiffre d'affaires par client, ce qui m'oblige effectivement à aller chercher pas mal de clients pour avoir on va dire, une taille critique et avoir un niveau de rémunération en tant que dirigeant qui soit satisfaisant. Alors, sur l'évolution du métier, alors là, les aspects réglementaires et référentiels sont moins importants, on le comprend bien. Donc là, j'allais dire que c'est plus qualitatif. Donc, ce que les acteurs identifient, c'est qu'il y aura une croissance de la demande. Et ça, ils sont assez confiants sur le sujet. Ils sont très conscients aussi des problèmes de recrutement et des problèmes d'attractivité du métier d'aide ménagère. C'est une évidence. Effectivement, le fait de pouvoir gérer les deux, ça va pas être simple. Ça passera sans doute, là encore, par une évolution du tarif. Je vois pas trop comment faire autrement. Et puis, il y aura la nécessité aussi de mieux former les personnels et puis aussi de faire évoluer son offre sur d'autres secteurs d'activité. L'entretien de la maison, alors ça peut être un choix, on peut se positionner uniquement en tant que spécialiste sur l'entretien de la maison. Maintenant, la croissance est plus lente et donc la taille critique, enfin le temps pour atteindre la taille critique est plus long. Voilà. Mais ça peut passer aussi par des opérations de croissance externe. Voilà, donc là c'est plus qualitatif. Il y a sans doute un optimisme plus important dans les acteurs de l'entretien de la maison parce qu'ils sont en grande partie dédouanés de l'activité de tout ce qui est réglementaire et tout ce qui est référentiel qualité.
Voilà, donc on peut passer à notre dernier focus sur la garde d'enfants. Alors, sur la garde d'enfants, toujours pareil, hein, on a voulu, on a identifié le panier moyen. Alors, le panier moyen, je répète, hein, c'est le chiffre d'affaires réalisé par mois et par client. Alors, on voit qu'il y a des paniers moyens qui passent, qui sont situés de 300 € à 680 €. Alors, vous allez me dire pourquoi on trouve de telles différences. Ben, ça tient beaucoup à la zone géographique d'intervention. Il y a des secteurs d'intervention où il y a des milieux favorisés et donc il n'y a pas de difficulté à faire, du coup, à facturer et à avoir un volume d'heures de garde d'enfants important. Là où sur les territoires moins favorisés, vous avez des familles qui sont moins nanties. Donc, du coup, c'est un élément important à prendre en compte quand vous installez votre zone d'intervention. Voilà. Donc, là encore, euh, malgré tout, le panier moyen, on observe que le panier moyen dans la garde d'enfants est quand même supérieur à ce qu'on trouve dans l'entretien de la maison. Donc, ça veut dire que il faut moins de clients pour réaliser le même chiffre d'affaires. Maintenant, vous avez une vraie responsabilité dans le cadre de la garde d'enfants et des risques aussi associés. Voilà, mais voilà, il y a sans doute, c'est un secteur qui a beaucoup évolué, où il y a beaucoup de concurrents maintenant. C'est un peu plus complexe. Je pense que c'est un secteur qui a connu son heure de gloire et là, il y a beaucoup de concurrents sur la garde d'enfants. Voilà, donc ça dépend beaucoup et pour beaucoup, la réussite dépend beaucoup de la zone géographique sur laquelle vous êtes positionné. Alors, on a voulu voir aussi au niveau des gardes d'enfants, est-ce qu'il y a eu des avantages particuliers qui ont été consentis aux gardes d'enfants pour, j'allais dire, favoriser soit leur fidélisation, soit leur embauche. Bon, principalement, il y a du remboursement transport, mais pour moi, c'est pas un avantage considérable. Si là où il y a une petite innovation sur le secteur, c'est il y a la prise en charge pour partie de repas, ce qu'on retrouve généralement pas ni dans l'entretien de la maison, ni dans l'aide à domicile. Alors maintenant que les 3 focus sont terminés, on va passer à l'organisation RH, donc c'est-à-dire votre gestion des remplacements et puis les évolutions que vous pouvez mettre en place en termes de ressources humaines. Alors, je vais essayer d'accélérer un peu parce que on est déjà, on devrait quasiment terminer. Alors, l'évolution principale, alors on a une analyse plus fine des résultats et on s'aperçoit que pour partie, dans le cadre des remplacements, alors il y a certes le fait de pouvoir compenser un remplacement par le fait qu'une intervenante, on lui fasse faire des heures complémentaires. Cette fois, on analyse assez bien il y a soit report de l'intervention dans 21% des cas, et il y a également annulation de l'intervention dans un certain nombre de cas. Donc, ce qu'il faut bien mesurer, c'est voir combien vous coûte l'annulation par année et voir comment vous pouvez y répondre. Est-ce que certains d'entre vous mettent en place des intervenantes volantes qui pallient au remplacement? Il y a d'autres solutions qui existent. C'est un vrai sujet. Le coût que représente l'absentéisme et donc le fait de ne pas pouvoir intervenir est un coût important et qu'il va falloir analyser, pour lesquels il faut trouver des solutions. Voilà. Alors, sur l'évolution des pratiques RH, j'allais dire que c'est une grande constante et on voit que le secteur et les acteurs du secteur ont bien compris qu'il fallait qu'il fallait bâtir une vraie politique RH autour des intervenantes, notamment pour les fidéliser, pour faire en sorte que elles restent et du coup on arrive à une meilleure qualité du travail, alors qualité du travail, qualité de vie au travail. Donc c'est une grande constante. On voit que ça a été doublé aussi par l'évolution des salaires, sur lesquels maintenant il y a la constitution de grilles salariales qui tendent à reconnaître la fidélisation
fidélisation des personnels. On voit qu'à une grande majorité, c'est la formation qui l'emporte, mais aussi avec la constitution de soit de binômes, soit de tutorat et d'échanges de pratiques professionnelles. Ce sont des métiers difficiles et le fait de pouvoir échanger avec soit les autres membres de l'équipe, soit avec son tuteur, c'est des éléments qui sont déterminants dans à la fois la reconnaissance et la charge mentale que peuvent représenter certaines situations. Voilà. Alors oui, il y a bien évidemment tout un tas de bénéfices et là-dessus je passerai parce que c'est identique à ce qu'on a trouvé à identifier l'année dernière. Bien évidemment au niveau de la marque employeur et puis aussi, il y a quelque chose qui est apprécié de la part des intervenantes, c'est tout ce qui est aide à la mobilité. Il y a un certain nombre de structures qui ont favorisé l'acquisition de véhicules ou la location de véhicules qui est partagée entre les intervenantes et la structure. Et ce sont des éléments qui favorisent l'intégration et le fait de fidéliser le personnel. Voilà. Alors oui, alors tutorat, il y a tout un tas d'avantages à mettre en place des tutorats et des binômes. Maintenant, le fait de mettre en place des binômes, ça a un coût. Et donc l'idée, c'est effectivement de le faire de façon équilibrée. Le fait qu'il y ait un tutorat, c'est quelque chose qui est maintenant reconnu dans la profession et qui est généralement pratiqué. Les équipes autonomes, pour ce qui est constitution d'équipes autonomes, il y a tout un tas d'avantages à travailler en équipe autonome. Maintenant, la mise en place, on s'aperçoit que dans les structures, est encore faible. Donc, l'évolution sera à suivre sur les années suivantes. Bon, il y a beaucoup de verbatim positifs. On va passer là-dessus parce que voilà. Non, il y a aussi quelques verbatim négatifs. Oui, bon, on va passer. Puisque ça, c'est les données sont quasiment identiques à ce qu'on avait pu identifier les années précédentes. Alors, il y a un point qu'on a voulu traiter cette année, c'est tout ce qui est transformation digitale sur la suggestion d'ailleurs d'Ezio. Et donc, on a voulu voir comment les structures ont engagé leur transformation digitale. Et à notre grande surprise, il y a quand même 40% des entités qui n'ont pas engagé de transformation digitale. C'est un peu inquiétant parce qu'effectivement, à travers notamment Ma Santé 2022 et ainsi de suite, la constitution de GRAP, c'est des éléments qui sont absolument déterminants. Donc il y a encore une bonne partie du chemin à faire pour certaines, alors, tandis que d'autres, 60%, elles ont engagé un vrai processus et là, de ce point de vue-là, c'est rassurant. Alors, oui, et pour la plupart, elles ont mis en place des solutions, plusieurs solutions numériques. Alors, solutions numériques, c'est principalement tout ce qui concerne les solutions métiers avec des logiciels de télégestion notamment, des systèmes de télégestion qui sont intégrés à leur ERP. On a comme partenaires Ximi et Ezio qui participent eux deux qui sont des acteurs de la transformation numérique. Voilà. Alors, pardon, sur le slide précédent, ce qu'il faut retenir, c'est ça contribue pour beaucoup, c'est-à-dire pour 82% des structures, le fait de mettre en place des solutions numériques contribue à améliorer les conditions de travail. Donc voilà, c'est pas je transforme pour transformer, c'est je transforme dans l'intérêt effectivement des bénéficiaires, mais aussi parce que ça améliore les conditions de travail de mes salariés. Et c'est une donnée qui est fondamentale, me semble-t-il, cette compréhension que la solution numérique, les systèmes de télégestion, le fait de pouvoir avoir un smartphone à disposition des intervenantes est un élément qui améliore les conditions de travail, ça évite les allers-retours, ça facilite la communication, ça facilite la coordination, et c'est des éléments déterminants. Voilà. Alors, il y a encore un peu de travail à faire. Hein. Il n'y a que 43% des structures qui ont mis en place un smartphone professionnel. Alors, effectivement, ça a un coût. Je pense que la révolution numérique est en marche et que progressivement, on tendra à généraliser tout ce qui est transformation digitale.
Et puis enfin, on a vu que le point dans la politique RH, le point déterminant, c'était la formation. Hein, c'est un élément qui est reconnu maintenant dans le cadre d'une politique RH, le fait de pouvoir former ses intervenants. Et donc on a voulu voir quels étaient les thèmes qui vous intéressaient le plus. Alors il y a bien évidemment tout ce qui concerne tout ce qui est référentiel HAS, c'est une constante. Enfin, c'est non pas une constante, mais c'est un élément déterminant dans la mesure où la mise en place est imminente. Il y a toute la partie management d'équipe où effectivement il y a des besoins importants, il n'y a pas encore un savoir-faire très important. Très important. Il y a bien évidemment aussi tout ce qui est pilotage de gestion et tout ce qui est communication. Voilà, donc vous avez des besoins de formation importants sur à la fois des sujets d'actualité que font référentiel HAS et sur des sujets de fond que sont notamment le management, tout ce qui est communication et tout ce qui est le pilotage de gestion. Voilà, donc il y a deux grandes tendances, quelque chose qui est plus conjoncturel parce qu'obligatoire et réglementaire, et puis plus tous. Voilà, je vous laisse conclure du coup. Alors, vous pouvez nous retrouver au Salon des services à la personne, on y est comme chaque année. Particularité, cette année, on va donner une conférence avec nos partenaires, donc je rappelle Ximi qui sera sous sa marque Amaltia, le cabinet Plenita, l'agence Evolia et la fédération Synerpa Domicile. On donnera une conférence sous forme de table ronde au Salon des services à la personne sur l'analyse des résultats. Donc si vous avez des questions à poser de vive voix, ce sera le moment d'échanger avec nous et avec l'ensemble de nos partenaires. Et puis comme on le disait au début, on a lancé un organisme de formation. Juillet-août, là, les formations, on a une dernière session demain. Après, ça va se stopper. On reprendra les sessions en septembre, notamment si vous êtes intéressé par les formations sur le référentiel HAS. On aura une session en distanciel en novembre. Voilà, on n'a plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée. J'espère que ce webinaire aura été instructif pour vous. Et puis, on se retrouve très bientôt. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.